fils de Furax. 911e épisode. Barnabéa, ça y est, la foule des soldats s'agite. Paris va apparaître dans cette chambre d'un instant à l'autre. N'oubliez surtout pas votre rôle, Barnabéa. Vous êtes la belle Hélène. Et Paris ne doit se douter de rien. Soyez aimable, félicitez-le, montrez-lui votre joie, soyez complaisante. Oh, père, n'exagérez pas. Enfin, dans les limites de la décence, ou à peine au-delà. Père, je vous en prie. Il faut ce qu'il faut, mon enfant. Et quant à nous, nous nous cachons derrière ces rideaux. Et ne vous inquiétez de rien. Le moment venu, nous agirons. Oui, allez, derrière le rideau. Ça y est, les voici. À tout à l'heure. Étendez-vous vite. Faites semblant de dormir. Oh, Hélène, ma chérie, mon amour, enfin me voici. Mais ma parole, elle dort. Hélène, ma beauté, princesse de ma vie, délice nocturne de mon âme, c'est moi, Paris, éveillez-vous. Oh, c'est vous, Paris. Oh, comme vous avez été longtemps absent, comme vous m'avez manqué. C'est vrai? Oh, bien sûr, mon Riris. Oh, mais j'y songe, vous étiez à la guerre. Ils ne vous ont pas fait de mal, au moins. Comment, vous n'êtes pas au courant? Vous n'avez donc rien vu de votre fenêtre? Mais non, mon chéri, puisque je dormais. Eh bien, ça vaut mieux. Pourquoi, mon ange? Ça a été un terrible combat, n'est-ce pas? Vous avez dû être magnifique. Terrible, en effet. Et Ménélas, votre mari? Mon mari? C'est vrai, mon mari. Eh bien... Je le tenais par la crinière de son casque. Je m'apprêtais à le traîner jusqu'aux lignes troyennes pour l'achever. Il implorait ma pitié. Oh, vous avez été implacable. J'eusse dû l'être, chère Hélène. Mais sa jugulaire s'est rompue. Le poltron s'est échappé. Dégoûté de tant d'ignominie, je suis revenu vers vous, Hélène, car je suis revenu pour vous embrasser avant de retourner au combat, car je suis un héros. Oh, Paris. Oh, Paris. Père, mais il l'embrasse. Oui, mon fils, non seulement c'est un sale petit menteur et un vantard sans vergogne, mais encore il l'embrasse. Mais je ne veux pas, je vais lui... Du calme, Alexis. Attends encore un instant qu'il présente la nuque sous l'angle le plus favorable. Ah, Hélène, quel bonheur. Oh, Paris. Prêt, Asbestos? Ouais, monsieur Claquemeuf. Alors, allez-y, Asbestos. Ouais. Ah, Hélène, quel moment délicieux. Ouf, il était temps. Asbestos, tu mettras le vrai Paris avec la vraie Hélène dans les placards. Nous nous chargeons d'eux plus tard. Quant à vous deux, mes chers enfants... Quoi donc, père, nous sommes désormais pour tout le monde Paris et la belle Hélène. Certes, Alexis, mais je tiens tout de même, avant d'aller plus avant, à mettre au point certaines choses. Que voulez-vous dire, beau papa? Très exactement ceci, ma chère Hélène, ou plutôt, ma chère Barnabéa. Je vous connais depuis toujours. Quoi? Comment est-ce possible? Dès que je vous ai vu, j'ai su qui vous étiez. Oh, monsieur Claquemuff, vous êtes perspicace. Eh bien, oui. Oui, vous êtes la petite Tapioca de la plage des Flamants Roses. Oui, Tapioca, la petite danseuse hindoue, la disciple préférée du brahman Gardenia Jules. Mais alors vous vous connaissiez? Oui, très bien, vraiment. Et pour dissiper tout équivoque entre nous, je vais vous dire à l'un et à l'autre la vérité. Ah, eh bien, parlez. Soit. Voici. Barnabéa Tapioca, votre vénéré maître Gardenia Jules, vous l'avez toujours caché. Quoi donc, beau papa? Ne m'appelez pas ainsi, je vous en conjure. Oui, il avait toujours scellé le secret de votre naissance. Oui, toute mon enfance, j'ai rêvé que j'étais peut-être la fille d'un prince. Peut-être, Tapioca, peut-être, car votre père, Oui. c'est moi. Ciel! Est-ce possible? Oui, Alexis, vous êtes donc frère et sœur. Que de coups de théâtre, mon Dieu, que de surprises dans cette aventure, où les fils, les filles et les pères ne cessent de se multiplier, où les fils changent de père sans trouver de mère, où les pères enfin se révèlent aux filles. Je m'y perdrais moi-même si je ne savais qu'Alexis, sylvain fils de Furax et de Malvina, est à présent celui de Claquemuff, et que Barnabéa, alias Tapioca, devenue pour un temps la belle Hélène, mais en fait orpheline de naissance, a désormais elle aussi pour père le monstrueux Claquemuff. Quelle révélation, mais aussi quel imbroglio! Et je crains bien que ce ne soit pas fini.
Le coup est dur pour toi, Alexis, je le sais, mais que veux-tu, mon fils? Personne ne peut rien contre les lois du sang. Oh, père, je suis atterré. Oh oui, et moi, je suis tellement bouleversée, papa. Hélas, mes enfants, j'interromps brutalement votre idylle, mais n'est-ce pas mon devoir de père? Et maintenant, au travail, Alexis! Tâche de t'en souvenir, tu es désormais le divin Paris. Oui, père, le fils du roi Priam. Approchez, Furaxos. Me voici. Que puis-je pour vous? Parle. L'ingénieux Ulysse ici présent aimerait bien savoir ce qu'est devenu Paris, et moi aussi. Eh oui, illustre devin, c'est le moment de montrer tes talents. Où donc se cache Paris, à votre avis? C'est certainement simple, mes seigneurs. Paris s'est retourné à l'endroit qu'il préfère entre tous, et où il est beaucoup plus vaillant que sur les champs de bataille. Qu'est-ce à dire? Enfin, ne parle plus par énigme, car par la barbe de Zeus, n'est-ce pas? Dans la chambre de la belle Hélène. Mais tu es fou! Et comment cela? Sur un tapis volant, peut-être? Prends garde, Furaxos. Mes hommes sont là, déjà bouillants de colère. Il suffirait d'un mot de moi pour qu'on te découpe en rondelles. Paris a tout simplement été enlevé par Vénus Aphrodite. Mais enfin... Celle qui se plaît à ridiculiser les maris et à favoriser les amants coupables. Que t'ensemble, Ulysse. La chose n'est pas impossible avec les femmes, on ne sait jamais. À moins d'avoir une Pénélope. Il y a bien longtemps que je ne l'ai vue. Soyez tranquille, Ulysse, elle tricote. Que nous conseilles-tu, Furaxos? C'est simple. Avant le combat entre Ménélas et Paris, il avait été convenu que le vainqueur aurait Hélène et tous ses trésors. C'est parfaitement exact. Et que la paix serait ensuite conclue entre Grecs et Troyens, d'un commun accord. C'est la sagesse. Oui, mais Ménélas a-t-il vraiment vaincu Paris? Où est le cadavre de ce jeune prétentieux? C'est vrai aussi. Et la défaite par abandon, qu'est-ce que vous en faites? Le manager de Paris a jeté l'éponge. Je ne vois pas très bien ce que tu veux dire par là, Furax. Oui, c'est une expression que vous ne connaissez pas encore, mais qui signifie que Paris a perdu. Vous verrez, Agamemnon. Les Troyens seront les premiers à le reconnaître. Parlez-leur. Ton conseil est bon. Héros! Voilà. Je vais m'adresser aux deux camps. Je vais leur sonner la soupe, ça va les calmer tout de suite. Nobles guerriers grecs, mes frères, et vous aussi, soldats troyens, nos valeureux adversaires, écoutez-moi. Le combat singulier entre l'illustre Ménélas et votre Paris s'est terminé par la fuite de ce dernier. Il a... comment dis-tu cela encore? Jetez l'éponge. Jetez l'éponge. Il est clair que Ménélas est le vainqueur. À vous donc, Troyens, de nous rendre Hélène et ses trésors. Et que la paix règne pour toujours entre nos peuples. Je veux voir ma bonne femme. Mais dis, Fufu, dis, ça a l'air de s'arranger. Regarde, tout le monde pose ses armes, il s'assoit, il y en a même qui commencent à s'embrasser. Hélas, je sais, moi, que ça ne va pas se passer comme ça. Ah? Du côté des Troyens, il y a un traître qui va foutre la pagaille là-dedans en moins de deux. Mais je suis pas fichu de me souvenir de son nom. Ah, pourquoi n'ai-je pas emporté l'Iliade au moment de me faire extrapoler? Hélas! 3 fois hélas, oui, c'est en ce moment précis que la preuve est faite. L'éducation classique sert dans la vie d'un homme. Ne l'oubliez jamais, pères insouciants, et vous non plus, bambins récalcitrants, qui préférez les blousons de couleur aux tuniques des sages, car Furax aurait su que les dieux étaient réunis dans le palais de Zeus. Une surprise partie où ne manquait que la télévision, ce qui ne les empêchait guère de voir ce qui se passait sur le champ de bataille, bien sûr. Zeus est là lui-même, et aussi Héra, sa femme jalouse, et encore Athéna, la plus intelligente, la plus fière, la plus rusée de toutes les déesses. Et si vous voulez mon avis, Zeus a mis trop souvent son nez dans son verre de nectar, et maintenant il a envie d'asticoter un peu sa femme, ce qui prouve bien qu'on a beau être un dieu, on n'en a pas moins un homme. Tiens, ma petite Héra, donnez-moi encore un coup à boire. Donc, si ça ne vous fait rien, mes belles, Ménélas ramènera Hélène chez lui, et Troie, la ville de ce vieux gaga de Priam, restera. Ah, tu es content maintenant. C'est ça que tu cherchais. Tu sais bien que je veux que les Grecs gagnent. Tu sais tout le mal que je me suis donné, le nombre de chevaux que j'ai tués, moi, à la course, pour rassembler les armées à travers toute la
la Grèce. Et maintenant, tu dis que Troie va être épargnée, que cette ville de malheur restera debout. Ah, mais elle se monte, elle se monte. Oh, tu peux rire, bien sûr, c'est toi qui décides. Tu n'en fais qu'à ta guise. Mais si tu crois que je vais t'applaudir des deux mains, tu te mets le doigt dans l'œil, mon ami, jusqu'au coude. Ah, mais elle va me faire mal. Héra, Que veux-tu, Athéna? il y a encore un moyen pour mettre cette maudite ville à feu et à sang. Approche-toi, j'ai une idée. Tu me disais que tu avais une idée, Athéna. Oui, écoute, il faudrait que je puisse descendre sur Terre et que je réussisse à pousser les Troyens à rompre leur trêve. Tu vois ce que je veux dire? Très bien, tu es intelligente, ma fille. On le dit. Mais il faut tout de même que le grand Zeus, mon époux, soit d'accord. Mais en t'y prenant bien. Il a trop bu. Alors, quel est le résultat de vos messes basses? Êtes-vous d'accord avec moi? Les Grecs rembarquent leur Hélène et la ville de Troie n'est pas détruite. Le chou vert. Et tout le monde est content. Tu es cruel, Zeus. Mais bon sang, quel mal ce vieux Priam et ses enfants t'ont-ils donc fait à toi pour que tu aies envie de mettre leur ville sans dessus? D'autant plus que c'est une ville qui me plaît beaucoup. Oh ça, chaque fois que tu te déguises en homme, je sais où te trouver. Je n'ai qu'à faire le tour des cabarets de la ville. Ah voilà donc pourquoi tu n'aimes pas Troie, tu es jalouse. Tu es ignoble. Oh écoute, je ne te demande pas grand-chose. Écoute, je t'en supplie, ne commence pas à pleurnicher. Vas-y, pleure. Oh, je voudrais simplement que tu autorises Athéna à aller faire un tour sur le champ de bataille. Ah, et pourquoi faire? Je la connais, Athéna, elle a plus d'un tour dans son sac, c'est une mandrée. Mais pour qu'elle pousse simplement les Troyens à rompre la trêve. Ah oui, c'est ça, je vous vois venir. Mais s'ils le font, c'est qu'ils sont bêtes, et c'est qu'ils méritent de perdre la guerre. Oui, le joli raisonnement, c'est une belle mentalité. Il n'y a que les femmes pour trouver des convites pareils. Tu veux bien, dis, Zeus. C'est-à-dire... Vas-y, pleure plus fort. Oh, tu ne peux pas me refuser ça, je suis une déesse après tout. Et de plus, je suis ta femme. Oh, mon Dieu, que je suis malheureuse. Bon. Si elle continue comme ça, je ne vais plus avoir pied. Bon, qu'elle y aille. Mais de grâce, arrête ces pleurs. Merci, Zeus. Athéna, tu sais à qui t'adresser? Laisse-moi faire. Je connais un archer qui trouve un nouveau franc à 100 mètres. Il s'appelle Pandoros. Ah, si seulement je me souvenais du nom de ce gars. Mais de qui parles-tu? Mais qu'est-ce que tu marmonnes dans ta barbe? Tu ferais bien de te raser, d'ailleurs. Avec quoi? Avec une hache? Mais comment s'appelle-t-il, bon Dieu? Ah, tiens, bois cette gourde, Furaxos. Tu l'as bien mérité. Merci, Agamemnon, j'ai pas soif. Un homme qui n'a pas soif, ça n'existe pas. Il n'existera jamais. Et toi aussi, séduisante Malvina, trinque à notre santé. Oh, je veux bien, Ulysse. À la paix. À la paix. Justement, je ne veux pas être un empêcheur de danser en rond, mais la paix est en danger. Quoi, serais-tu un oracle de mauvais augure, profond Furaxos? Regarde ces hommes, écoute-les chanter. Et pourtant, la trahison rôde. La trahison? La trahison? Oui, vous savez que je sais tout ce qui va arriver d'ici le 25 février 1960. Oh, bah dites donc, ça fait déjà un bout de temps. Or, en ce moment, un archer troyen se prépare à tirer une flèche sur Ménélas et à rompre la trêve. Oh, son nom! Son nom! Mais justement, il me revient pas, son nom. Je l'ai là, sur la langue. Mais enfin, il ne veut pas passer l'enclos de tes dents, c'est ennuyeux. Et si tu dis vrai, ça risque même de devenir catastrophique. Alors, qu'est-ce qu'on fait, grand Agamemnon? Je ne vois qu'un seul moyen. Hein? Les Troyens sont aussi désireux que nous d'avoir enfin la paix. Oui, Ulysse, tu vas rendre visite à Hector, dans l'autre camp. Pourquoi pour une conférence au sommet? Ah oui, c'est une excellente idée. Mais voyons, tu ne te souviens pas du tout du nom du traître, Furaxos. C'est quelque chose qui commence par pan. Ah, pan. Pan, poire aux pommes de terre. Mais qu'est-ce qui lui prend? C'est une incantation. Assieds-toi, ingénieux Ulysse. Ah, la journée était chaude. Et elle risque de le devenir bien plus. Et que cachent ces paroles? Il y a un traître parmi les tiens, Hector. Quoi? Mais c'est pour me lancer cette insulte que tu es venu sous le toit de ma tante. Je viens en ambassadeur de paix. Parmi nous, nous avons un devin, n'est-ce pas? Et nous avons les nôtres. Celui dont je parle, le profond Furaxos est sans égal. Ah oui?
Et que dit-il, votre Furaxo? Que l'un de tes hommes se prépare à rompre la trêve en tirant une flèche sur le roi Ménélas. Et qu'il est ce compte à dormir debout. Mais puisqu'il sait tout, votre Furaxos, il pourrait peut-être aussi nous donner le nom de ce soi-disant traître. Bah alors justement, c'est là le drame, n'est-ce pas? Il ne s'en souvient pas. Comme c'est curieux. Et alors? Que veux-tu que j'y fasse? Je ne sais pas, mais je vais te dire, c'est un nom qui commence par Pan, c'est curieux. Ah oui, c'est curieux. Pan. Mais mon pauvre Lys, j'ai des régiments entiers dont les noms commencent par Pan. Pan. Il y a Pantalamida. Amusant. Pantagruel. Tiens, je le connais. Panda. Oh, ne le réveillez pas. Panoplie. Ah, comme au pantalon. Pandacé. J'ai rien dit. Pandur. Ah, bah ça presse. Hein. Pandaris. Ah, bah le cochon. Pandaros. À moi, alors. Pandaros. Pandaros. Qui m'appelle? C'est moi. Mais qui es-tu? Je suis Athéna. J'ai pris ce déguisement. Les guerriers troyens. Pour pouvoir te parler. Et que me veux-tu? Écoute, Pandaros, ne voudrais-tu pas être le plus grand parmi les tiens? Qui? Moi? Tu rigoles? Mais ne voudrais-tu pas être décoré devant le front des troupes, recevoir la croix de l'Olivier avec trêve? Bah, je sais pas, moi. C'est simple. Bande ton arc. Ouais, Personne ne nous regarde. Vise le cœur de l'illustre Ménélas, prie Apollon pour qu'il guide ta flèche et promets-lui un sacrifice. Et tu crois qu'on me donnera la croix de l'Olivier? Avec tresse. Bon ben, alors on y va. Ah, qu'il est dur à bander, Stark. Ça y est, ça part. C'est parti. Hélas, oui, elle est partie. Elle siffle à travers les airs. Mais non, rien n'est encore perdu. Elle va passer bien au-dessus de l'armée grecque. Malédiction! Non, elle revient. Elle a une tête chercheuse, cette maudite flèche. Et oui, elle s'en va tout droit vers Ménélas. Ça y est, touché. Et maintenant, c'est la guerre. Et pendant ce temps, que se passe-t-il dans la ville de Troie? Aidé en cela par l'ignoble Claquemuf et son triste acolyte Asbestos, Alexis et Barnabéa ont pris la peau de Paris et de la belle Hélène qui gisent inanimées dans une armoire. Alexis vient d'apprendre que Barnabéa est la fille de Claquemuf, et qu'en principe donc, je dis bien en principe, ils sont frères et sœurs. Ah, la déconvenue du jeune chenapan. Alexis chéri, pourquoi au fait as-tu pris la place de Paris et moi celle de la belle Hélène? Surveillez votre langage, Barnabéa, ne dites pas Alexis chéri à votre frère. Ce sont des choses qui ne se font pas. Oui, beau-père. Père. Père. Non, c'est dur de s'y habituer au début, Barnabéa, je suis passé par là. Mais pourquoi me demandes-tu ça? C'est pourtant simple, je suis maintenant le prince troyen, donc... Alexis, le moment n'est pas encore venu de dévoiler notre plan aux non-initiés. C'est vrai, père, c'est vrai. Oh, monsieur Claquemuf, il y a quelqu'un qui vient. Un homme avec des armes. Perdez l'habitude, Barnabéa, de m'appeler Monsieur Claquemuf. Ici, mon nom est Claquemufon. Bien, père. Attention, père, ne vous montrez pas encore. Tenez, cachez-vous là, derrière cette tenture avec Asbestos. Très bien, allez-y, entrez. Entrez. Noble prince Paris, je m'excuse de te déranger dans ton repos bien mérité, mais ton père, le roi Priam, demande à te voir. Il voudrait entendre de ta bouche le récit de ton exploit. Je te suis. À tout à l'heure, Hélène. Repose-toi. À tout de suite, Paris. Reviens vite. Mes pensées t'accompagnent. Et 3000 ans plus tard, que se passe-t-il donc à l'Institut d'électronique? Dites, professeur Hardy Petit, vous croyez pas qu'il vaudrait mieux qu'on fasse revenir tout de suite Monsieur Furax et Madame Malvina? Non, Astu, mais non, et pour plusieurs raisons. La première, il y a toujours ce vieux grand Jeanne Maclouf qui monte la garde à côté de l'extrapolateur. Oh, moi, celle-là, moi j'en fais mon affaire, foi de Napolitain. Attention, il est puissant, le vieux Maclouf. Mais il y a une autre raison. Nous ne savons pas où ils sont, Furax et Malvina, en ce moment. Qui sait? On dérangerait peut-être leur plan en les faisant revenir comme ça à l'improviste. Eh oui, mais c'est que moi, je commence à me faire le mauvais sang. Encore un peu de patience, c'est mon nouvel appareil, mon deuxième enfant chéri, mon biglotron va pouvoir fonctionner. Professeur,
Oui, Philodendron. On vient de mettre la dernière pièce en place, comme vous l'avez dit. Ah, alors, mes enfants, vous allez assister à une expérience sensationnelle. Grâce à mon biglotron, qui sait tout faire, nous allons entrer en contact avec Furax. Ah, c'est formidable, ça. Où qu'il soit? Où qu'il soit. Même s'il est à la bataille de Waterloo? Même s'il est à la bataille de Waterloo. Ça marche comme le téléphone automatique. Vous allez voir, mon biglotron peut tout faire. Approche. Je brûle d'impatience. Ah, j'appuie sur le bouton. Là. Ah, te voilà, Furaxos. Oui, je voulais prendre des nouvelles du valeureux Ménélas. La flèche n'a pu toucher le cœur. Tu avais raison, Devin. Eh oui, bon sang. Maintenant, je me souviens du nom de ce maudit archer qui a tiré la flèche. Pandaros. Il aurait mieux valu que tu t'en souviennes plus tôt. C'est le moins qu'on puisse dire. Ah, voilà le vieux Macaon. Dépêchez-vous, Macaon. Alors, qu'est-ce qui nous arrive? Voyons voir ça. Tirez la langue. Et pas une cuillère par là, non? Ce n'est pas là que ça me tient, Macléon. Ici. Oh, mais c'est une méchante petite flèche. Et qui a voulu se cacher, là? Bon, on va commencer par arracher la pointe. Voilà, mais enfin, il faut bien que la trouve, hein. Et pour la trouver, il faut y mettre la main, pas vrai? C'est affreux! Et dire qu'à l'hôpital Beaujon, il y en aurait pour 2 minutes. Hein? Comment dis-tu, étranger? Bonjour? Qu'est-ce que c'est que ça, Bonjon? Oserais-tu insinuer que quelqu'un d'autre connaisse mieux son métier que le vieux Macaron? Ne t'occupe pas de ça, Macaron. Mais dépêche-toi, Macaron. Voilà, ça y est. Là, voilà, je la tiens. Oh, mais c'est qu'elle est coquine. Et la voilà. Bon, est-ce qu'il ferait enfin autant ton Bonjon, espèce de farceur? C'est-à-dire que... Tais-toi, Fufu, tais-toi, ça va mal finir. Alors maintenant, je vais sucer la plaie, là. Regarde bien, étranger. Et crois-tu qu'il saurait faire ça, Bonjon? Ah, ça sûrement pas. Encore un coup. Oh, là, il y en a trop. Bon, allez, encore un. Bon. Eh ben, je crois que ça va aller. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre quelques baumes adoucissants sur tout ça. Là. Voilà, puis alors un petit peu de miel, un peu de sirop, et puis 3 gouttes d'huile. Alors, comment te sens-tu, grand Ménélas? Ah, mieux. Bon. Ah, beaucoup mieux. Eh ben, il n'y a plus qu'à mettre ton armure, et en avant. On a besoin de bras aujourd'hui, et moi... Je crois que je vais avoir du travail, beaucoup de travail. Quant à toi, étranger, tu donneras le bonjour à Bonjon de la part du vieux Macaron. Dans la plaine du Xanthe, la bataille fait à nouveau rage. Mais la rumeur des armes n'est pas encore parvenue jusqu'au palais du roi Priam. Le vieux roi vient de mander son fils Paris qui se présente à lui. Seulement c'est Alexis qui a pris la place de Paris. Mon Dieu, comment tout cela va-t-il finir? Est-il bon de réécrire l'histoire? Ah, j'en frémis d'avance. Approche-toi, mon fils. Mes yeux ne sont plus si bons qu'autrefois. Aujourd'hui, je le regrette bien, car je ne peux plus contempler à mon aise les traits du héros qui vient de terrasser Ménélas. L'as-tu tué? Tué? Non, père, je ne l'ai pas tué. Comment? Alors, comment ça s'est-il passé? Raconte-moi ton exploit. C'est bien simple, père. La pique que je venais de lancer avec une force incroyable, tout en invoquant votre aide. Oh, brave petit. L'a touché en plein dans la poitrine. Ah, je reconnais mon sang. Je l'ai pris par la crinière de son casque, elle s'est brisée, la crinière m'est restée dans la main. Oh, malédiction. Ça, c'est un coup des dieux. Mais que se passe-t-il? Que crie-t-il? Allez! Les Grecs marchent sur la ville! Te voilà, Alexis. Oui. Je commençais à être inquiet.
Alors, comment ça s'est-il passé? Bien, très bien. Enfin, il ne m'a pas reconnu, seulement... Seulement quoi, mon fils? C'est la guerre, l'Iliade suit son cours, la bataille fait rage, il va falloir que j'y aille. Ah, la guerre! Oh non, Alexis, mon chéri! Ce n'est pas ton chéri, c'est ton frère. Oh, mon frère, tu vas te faire tuer. Mais non, ce n'est pas écrit. Et ces Grecs vont venir jusqu'ici? Oh, je n'aime pas ça. Non, pas encore. Mais j'ai pensé, père, que si on pouvait rapidement changer l'histoire, ça n'en vaudrait que mieux. Ah, les grands babus seraient sûrement contents. Bon, alors j'y vais. Fufu, c'est effroyable. Ils tombent comme des mouches. Mais qu'allons-nous devenir? Le mieux, c'est de nous garder en dehors de la mêlée. Oh, les Grecs avancent. Oui, mais voilà les Troyens qui en sortent du renfort. Les troupes fraîches viennent de sortir de la ville. Oh, et à leur tête, il y a ce beau jeune homme. Comment s'appelle-t-il Oui, déjà? ce beau jeune homme qui a foutu cette belle pagaille s'appelle Paris. Oh, il est bien. Et si jeune. Jeune, en effet, oui. On dirait même qu'il a rajeuni depuis tout à l'heure. Mais, est-ce que je deviens fou? J'ai la berlue ou quoi? Malvina, regarde bien. Mais oui, Fufu, oui, mais qu'y a-t-il? Ton Paris? Oui. Eh bien, c'est pas Paris. Quoi? C'est Alexis. Ah, Alexis, pendant ce temps, s'escrime au milieu des combats. Un coup de pique à droite, un coup d'épée à gauche. Le bouclier entre les deux. Ah oui, je le confesse, Alexis vaut bien Paris. Comme il est beau, comme il est vaillant. Sans le savoir, les Troyens ont à coup sûr gagné au change. Mais la poussière soulevée par les hommes et par les chevaux empêche de voir clair dans la mêlée. Pareils à des loups, les Grecs et les Troyens se jettent les uns sur les autres, et par la force des choses, les autres sur les uns, chaque homme abat un homme, des monceaux de cadavres. Ah, le pénible spectacle. Des bataillons entiers jonchent le sol sous les remparts de l'orgueilleuse cité. Ne restera-t-il bientôt plus que des morts dans la plaine de Xanthe? Mais que fait donc pendant ce temps le sinistre Claquemuf? Hélène, ma chère Hélène, je veux dire Barnabéa, enfin Tapioca, ma fille chérie, ton mari Paris, c'est-à-dire ton frère Alexis, est en danger de mort. Sa fougue l'a poussé au combat alors qu'un babu de qualité ne doit jamais s'exposer. Il a commis une faute qu'il risque de payer de sa vie, inutilement. Oh, Alexis, mon petit frère. Mais père, mais que pouvons-nous faire? Ah, je me le demande. Lui seul pourrait nous le dire, il connaît l'Iliade par cœur. Mais vous? Moi, je sais beaucoup de choses, c'est entendu, mais je suis un autodidacte, vois-tu. C'est ma ténacité qui m'a toujours servi. Parvenir, comploter, détruire, voler, ça, je sais le faire à la perfection, mais réciter des vers grecs... C'est justement sur ton frère que j'ai compté pour ça. Et grâce à lui, j'aurais pu lire l'histoire ancienne à livre ouvert. L'exécution de mon plan grandiose reposait entièrement sur lui. Et s'il est tué... Oh non, dites pas ça, père, non, je ne veux pas, mon cœur va éclater. Mais oui, et le mien se sert. Et puis, j'allais oublier, Alexis est aussi mon fils, n'est-ce pas? Écoutez, papa, il faut faire quelque chose pour sauver Alexis. Mais oui. Mais quoi? Eh bien... je crois que j'ai une idée. Dites, professeur Aldipedi, vous avez pas une idée de comment on pourrait le modifier, ce biglotron, pour qu'il nous fasse la télécommunication? Vous êtes extraordinaire, Asti. Cet appareil est en période de mise au point, je vous l'ai dit. Avez-vous tenu compte seulement... Dites, philodendron, sto moulin à légumes, là, sto mixeur, enfin, sto biglotron. Oui, eh bien, monsieur Asti. Pourquoi qu'il a un fil électrique, là, qui se promène comme ça? Tiens, c'est vrai, ça. Le professeur a dû oublier de brancher ce fil. Et peut-être qu'on pourrait l'accrocher à sta bobine qui est là, non? C'est ça. Tirons sur la bobinette, et là... Ça grésille. Ce serait pas aussi un radar, des fois, ce biglotron? Chut, qu'est-ce qu'on entend? Je sais pas, moi. Augmentons la puissance. Là, le bouton vert. Tu es beau, tu es grand, tu es génial, Ferrat. Oui, Malvina. Et c'est pour ça que tu m'aimes, mon petit. Bon sang, monsieur Asti! Ça marche! Professeur Ardipédi, venez, ça y est, ça marche! Ça marche? Oui, professeur, le biglotron, il fonctionne! Bon sang, je le sais bien qu'il fonctionne. Professeur, vous êtes formidable, le biglotron, il parle! Il parle?
C'est impossible. Il parle. C'est mathématiquement impossible. Hélas, mes chers amis, je dois vous l'avouer, Basgonza vient de m'en donner la démonstration. Je me suis trompé de A à Z dans mes calculs. Mais non. Rien ne va plus, tout est à recommencer. Que voulez-vous, messieurs le professeur vieilli? Mais il nous faudra des semaines, des mois peut-être avant de faire parler le biglotron. Mais ne craignez rien, je m'en occupe. Oui, Basgonza, c'est pas la peine de vous fatiguer. Pourquoi il marche, le biglotron? Et même, je fais rien que de vous le répéter, il parle. Mais oui, tenez, écoutez. Revenons 3000 ans en arrière. Tapioca, mon enfant, ton idée n'est pas mauvaise. Oui, père, et puis pour sauver Alexis, c'est le seul moyen. Présente-moi donc à Andromaque. Oui, tout de suite. Andromaque, venez, ma chère, venez que je vous présente le sage Claquemufon. C'est le devin préféré de mon cher Paris. Il est presque aveugle. Enchanté, Claquemufon. Que les dieux vous soient propices. Voici mon fils, c'est encore un bébé. Asti, dis bonjour au monsieur. Comment Asti? Oui, Asti, c'est un diminutif. Il s'appelle Astyanax. Allons, dis bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, Dis, maman, mon petit. où qu'il est mon papa? Parce que où qu'il est mon papa Hector? Alors? À la guerre, mon coco. Ah, le pauvre. Claire, voyant Claquemufon, nous emmènerons Astyanax avec nous. La présence d'un si jeune enfant attendrira peut-être les dieux. On va faire des Scooby-Dax. Eh bien, allons. Donne-moi la main, mon petit. En route. Ah oui? Ah, l'inhabituel spectacle. Ah, l'étonnant groupe qui chemine hors les murs et qui parcourt lentement la campagne troyenne. Claquemuf qui l'eût cru tient par la main le bambin Astyanax. L'homme et l'enfant avancent entre les oliviers, menés par la belle Andromaque qui veut sauver son Hector comme Tapioca Hélène veut sauver son Paris Alexis. Ah, comme ce chemin est rocailleux. Je suis déjà fatigué, Andromaque. C'est ce soleil brûlant, là. Courage, courage, Claquemufon. Nous sommes en train de gravir le mont Ida. Allez, en avant, vieux pépère, on arrive, quoi. Encore quelques minutes et nous serons au sommet. Mais était-il bien utile de monter si haut? Je pense bien. Le mont Ida est un endroit où les dieux viennent souvent contempler la vanité de nos jeux. Tout le monde le sait. L'ignores-tu, Claquemufon? Mais nous n'avons pas rendez-vous. Avant de partir, j'ai fait une prière à Zeus. J'ai porté une offrande magnifique à son autel. 3 agneaux blancs, de l'encens, des clous de girofle, du sel, du poivre, de l'huile et du vinaigre. Je suis certaine qu'il nous sera favorable. Voilà, nous sommes arrivés. Astyanax, mon chéri, prosterne-toi avec moi. Prosterne-toi, appelons Zeus de nos vœux. Allons, supplie, Astyanax. Non, mais ça me barbe, moi, là. Ouah! Tu blasphèmes, petit misérable. Mais laisse-moi, je m'en fous. Oh, cet enfant est impossible. Excusez-le, Claquemufon. Allons, tais-toi, sale garnement, et écoute ta malheureuse mère qui implore les dieux de te conserver un père. Silence! Attendez, je vais le gifler un peu, là. Zeus, fils de Cronos et père de tous les dieux. Zeus, époux divin de la belle Héra. Zeus, toi qui aimes les jeunes femmes, viens à mon secours. Il faut lui promettre quelque chose. Ah oui, tu as raison, donnant. Zeus, aide-moi, et je t'offrirai 20 jeunes filles douces et toutes plus belles que ton épouse Héra. On m'appelle, on me supplie. Eh bien, sachez-le, mortel qui m'adorez. Zeus, roi des dieux, ne laisse point sans réponse une requête formulée dans la crainte et le respect. Zeus par-ci, Zeus par-là, Zeus partout, toujours présent. Mes enfants, me voici. Oh, ma prière est exaucée. Merci, mon Zeus. Toi, je te connais, petite. Tu es Andromaque. Ce marmot est ton fils et celui d'Hector. Mais qui est ce troisième personnage? Il ne me plaît pas beaucoup. C'est le devin Claquemufon, l'ami du beau Paris. Il vient ici au nom d'Hélène. C'est un sage. Claquemufon, ça c'est étrange. Il ne figure pas sur mes livres de recensement. Et d'où sort-il? Je viens de très loin, grand Zeus. D'un pays où tu n'existes pas. Quoi? Que dis-tu? Je dis très clairement que dans mon pays, tu n'existes plus, et que d'ici 1 millier d'années, tu n'existeras plus nulle part au monde. Tu seras définitivement mort. Mais ne dis pas des choses pareilles, voyons.
Hein? Il n'est pas utile que des mortels vulgaires entendent des choses pareilles. Oui, et je ne t'apprends rien. Tu le sais bien, n'est-ce pas, Zeus? Que ni toi ni les autres dieux de l'Olympe n'êtes vraiment immortels. Oui, je le sais, c'est vite dit. Oui, tu le sais, mais tu n'es pas honnête. Tu veux profiter de ton prestige jusqu'au bout. Tu veux recevoir des offrandes. Tu veux être flatté. Tu veux que les hommes prononcent ton nom en tremblant et que les femmes rêvent de ta force. Oui, mets-toi à ma place. Écoute, Zeus, je ne te reproche rien, mais moi-même, je suis un imposteur. Comment, tu n'es pas un devin? Si, mais tu ne peux pas comprendre, je suis un scélérat, un gredin, un menteur, un voleur, un assassin. Je suis dépourvu de toute conscience et de tout sentiment humain. Mais alors, ma parole, alors tu es mon égal? Justement, dans le monde d'où je viens, on m'appelle l'ignoble Claquemufon. Il m'a fallu te rencontrer pour trouver quelqu'un qui me vaille. Tu m'es sympathique, Zeus. Je crois que nous allons nous entendre. Et que veux-tu de moi? Que tu aides les Troyens. Que tu leur donnes la victoire dans ce combat sans merci qui se déroule sous nos yeux. Mais c'est impossible, voyons. Les dieux ne peuvent rien contre le destin. Ils ne font en somme que l'exécuter. Ils ont le pouvoir de scruter l'avenir, c'est tout. Eh bien, tu vas scruter. Mais ça ne servira à rien du tout. Écoute, camarade, fais ce que je te dis, sinon... Du chantage, Claquemufon. Mais oui, vieille canaille. Obéis, ou je révèle aux mortels que tu n'es pas immortel. Bon, c'est très bien, je m'incline, ça va. Mais n'abuse pas de la situation, n'est-ce pas? Alors que dois-je faire? Tu vas peser le destin des Grecs et celui des Troyens sur ta balance d'or. Et à quoi ça nous avancera-t-il? Ne t'occupe pas. Pèse. Je me charge du reste. Ah, étrange, incroyable en vérité. Voici l'ignoble Claquemuf venu tout droit de Paris de l'année 1960 pour 3000 ans plus tôt faire chanter Zeus, le dieu des dieux, sur le mont Ida. Et le faire chanter pourquoi? Tout simplement pour que Zeus se décide enfin à prendre parti dans cette lutte qui oppose les Grecs aux Troyens. Pour que Zeus, une fois pour toutes, écrase les Grecs et donne la victoire aux Troyens. Andromaque, la femme fidèle de l'héroïque Hector, est là, et aussi leur fils Astyanax. Horrible petite tunique noire, ancêtre de tous les blousons noirs de ce monde. Eh bien, ça y est, Andromaque. Zeus, qui est un galant dieu, a accepté de peser le destin des Grecs et celui des Troyens. Sur un plateau de sa balance d'or, il va mettre le destin grec, sur l'autre le destin troyen. Et le côté où la balance penche, c'est celui qui a gagné. Quoi? Vous avez joué ça, vous? Au contraire, c'est celui qui a perdu. Mais dis-moi, maman, il connaît pas de balle, Claquemufon. Veux-tu être respectueux envers un devin aveugle, garnement? Oh, mais dis donc, il y en a marre, il faut toujours être respectueux envers quelqu'un. Alors quand c'est pas un dieu, c'est un aveugle. Mais quand c'est pas un aveugle... Ça suffit maintenant. Tu veux que j'appelle ton père? Oh, il a du boulot, papa. Fais attention. Oh, bon, ça va. Foutez-moi la paix avec vos histoires de dire. Moi, je préfère mon Scooby-Dax. Bon, joue, mon petit. Le moment fatal! L'heure décisive a sonné. Regarde, Claquemufon, Zeus est prêt. Les femmes. Oh, tais-toi, petit malheureux. Oh, bon. Ce que vous voyez dans mes mains, ce sont deux destins de mort. L'un, je le voue aux Grecs. L'autre aux Troyens. Mon impartialité est proverbiale. Rien au monde, ni dans les cieux, ne pourra influencer le destin. Mais alors, pourquoi il est là, lui? Veux-tu que ta mère te voie mourir à ses pieds? Non, quand même pas. Alors tais-toi et prosterne-toi. Voici, les dés sont jetés. Je soulève la balance par le milieu, comme ça. Attendez. Ah, quelle est cette voix que j'entends? Quel est l'impie qui ose intervenir dans les œuvres des dieux? Vite, calme-le, occupe-le, raconte-lui une histoire, celle du pharmacien et de la saucisse, par exemple. Mais je ne la connais pas, celle-là. Mais invente la sardine, alors. Oui. Cette voix a une inflexion curieuse. Quel accent étrange! Qu'on ne me trouble plus! Alors, qu'est-ce que je disais? Ah oui. Je soulève la balance, il se perd le milieu. Dis-moi, grand Zeus, dieu des dieux. Petit, Astyanax. Qu'est-ce qu'il y a, vous? Tu veux gagner 100 sous? Non, mais tu m'as pas regardé, non? Alors, combien tu voudrais gagner? 10 fois plus que tu viens de dire, c'est un principe. Excellent principe. Tu vivrais de mon temps, tu ferais ton chemin.
Bref, ce que je voudrais, c'est que la balance penche du côté des Grecs. Ah oui, mort aux Grecs. Mort aux Grecs. Bon, alors ça marche. Nous sommes d'accord. Mais regarde, Zeus lève sa balance. Ouais. Quel côté va-t-elle pencher? Qui va mourir? Bah, vous savez, avec qui on ne sait jamais, hein. Ah, et nous n'avons rien ici, pas une pierre, pas une fleur, rien à jeter dans la balance pour que les Grecs meurent. Rien, sauf... Sauf quoi, Claquemufon? Ton Scooby-Dax. Quoi? Mon Scooby-Dax? Mais oui, glisse-toi vite, tu es jeune, agile. Ta mère discute avec Zeus, personne ne voit rien. Approche-toi et jette ton Scooby-Dax dans la balance du côté des Grecs. Ouais, et moi alors? Mais avec ce que je te donnerai, tu pourras t'acheter 100 Scooby-Dax. Bon, alors donne-moi le double. Ok. Allez, j'y vais. Pas pour les 200 Scooby-Dax, mais parce que mon père Hector est en train de se battre contre les Grecs et que mon père c'est le gars... Oui, ça va. Allez, fais vite. Non, mais je dis, il y en a pour une seconde, hein. Le vieux Zeus, il est miro, alors. Et maintenant, la seconde fatale est là. Je soulève la balance vers le milieu. Oh, elle hésite. Les Grecs, les Troyens. De quel côté le fléau va-t-il s'incliner? Le destin se décide. Ça y est, ça penche. Oui, le fléau s'incline du côté des Grecs. Allez, bing, vous avez vu dans la balance, alors l'oseille maintenant. Attends, tout de suite. Alors, pour les Grecs, le jour fatal est arrivé. Qu'ils meurent. Bon sang, Malvina. Ça tombe comme à gravelotte. Oh, je n'ai de ma vie vu un orage comme ça. J'ai peur, Fufu. Quand moi je suis là, tu n'as pas peur. Tu n'as pas le droit d'avoir peur. Tu sais que tu n'as pas peur, n'est-ce pas? Non. C'est pour ça que tu m'aimes. Edmond, Fufu. Les Grecs reculent, regarde. Oui. Les Troyens avancent. Mais qui est cet homme terrible à leur tête? Celui qui chevauche à côté de... D'Alexis. Oui, d'Alexis. Oh, mon cœur de mère. Tu es folle, ce n'est pas ton fils. C'est le rejeton de cet ignoble Claquemuf. C'est lui qui a pris la place de Paris et qui monte un cheval fougueux à côté de son frère. Enfin, le frère de Paris, Hector. Ah, mais bon sang, il faut les arrêter. Ulysse! Mais Fufu, que veux-tu faire? Je vais prendre la tête de ces Grecs en débandade. Je vais regrouper ces âmes défaillantes et suivront mon panache blanc. Mais Fufu, du coup, un danger mortel. Penses-tu, je sais ce que je fais, mon petit. Tu ne crois tout de même pas qu'un cerveau comme le mien prendrait des risques non calculés? Arrêtez! Écoutez-moi! Fufu, pour l'amour de Dieu. Ne t'en fais pas, Malvina, tout va bien. Je sais que les Grecs doivent gagner la bataille, alors laisse-moi faire. Fufu, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Jamais, Malvina, ni aujourd'hui, ni en 1960. Mais c'est pour ça que je t'aime, Fufu. Mais fais attention, les Troyens s'approchent de plus en plus. Justement, attends-moi là, ne bouge pas. Je vais essayer de nous procurer des chevaux. Je n'ai que l'embarras du choix, les Grecs tombent comme des mouches, des chevaux sans cavalier galopent dans toutes les directions. Ça va vraiment mal. Tiens, voilà Ulysse et Agamemnon lui-même aussi qui recule. Mais tu prends la mauvaise direction, Furaxos. Alors, devin, tu n'avais pas prévu cela. Tout est perdu. Ah non, mes seigneurs, non. Noble Agamemnon, souviens-toi que je t'avais prévenu le premier jour. Le jour où il avait plu à Zeus de t'envoyer le songe pernicieux. Je ne me souviens pas du tout de ça. Enfin, Ulysse, tu étais là. C'est-à-dire que peut-être bien un coup, et peut-être bien un non. Peu importe. Le principal, c'est le résultat final. Justement. Il n'est guère brillant. Tout est perdu. Mais non, c'est vous, les Grecs, qui allez gagner la guerre. Tu te fous de moi? Regarde là-bas. Tu vois cet homme chez les Troyens? Non, celui-là. Celui qui est en train de faire un discours à ses troupes. Eh bien, c'est Hector, le plus redoutable d'entre tous. Ah, pour ça, oui, il est dur. Dans 2 minutes, il fondra sur nous. Et s'il réussit à couper notre retraite, nous serons perdus. Il incendiera nos vaisseaux et pour rentrer chez nous, Tintin. Et alors Pénélope pourra tricoter jusqu'à la fin des siècles. C'est pas son Ulysse qui pourra mettre ses pullovers. Et pourtant écrit que tu les mettras, ces pullovers, Ulysse. Regarde, Furaxos, regarde ces 2 hommes qui arrivent à briller abattus. Mes 2 guerriers les plus courageux. Qui êtes-vous? Eh bien, écoutez, on me nomme Ajax le Grand. Et moi, je suis Ajax le Petit. Tu as entendu parler d'eux, devin? Bien sûr. Tu les connais donc de réputation. Faites-moi votre compte-rendu, messieurs. Ça va mal. Écoutez, ça va très mal. Les dieux sont contre nous. Oui, ça, ils sont contre nous, les dieux, alors c'est fou. Oh oui, même le vieux Nestor a failli perdre la vie. Oh, bah écoutez, un peu plus, il passait l'arme à gauche. Mais oui, hein, oh. Tout est perdu. Ah non, mais quand je dis tout, c'est tout. Non, que diable, messieurs, un peu de courage. Surveille tes paroles, devin. Le courage, c'est ce dont nous manquons le moins.
Mais personne ne peut se battre contre la volonté des dieux. Mais puisque je me tue à vous répéter que c'est vous qui allez gagner la guerre, c'est écrit depuis 3000 ans, seulement je ne sais pas, moi, il faut donner un petit coup de main pour que l'histoire se réalise. Que te semble-t-il, Ulysse? Et moi, je ne sais pas, moi, jusqu'à présent, le profond Furaxos a été un bon conseil. Bon, dans ce cas, nous allons faire un dernier effort. C'est bon, Furaxos, nous allons faire fond. À la bonne heure. Fais sonner le rassemblement, Ulysse. Ah non, mais tout de suite, j'en ai pas... Ces 2 chevaux feront mon affaire. Je resterai à tes côtés, Agamemnon, et je t'éclairerai de mes conseils. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah oui, ça je me sens tout bête, qu'est-ce qu'on fait? Tournez bride, messieurs, et dégainez. Nous allons vendre chèrement notre peau. Oui, ça sera pas une petite affaire, ça. Oh bah dites donc, vous parlez d'une rigolade, alors. À tout de suite, valeureux Agamemnon. Je conduis ce cheval à Malvina, ma captive. Tu sauras où me retrouver, devin, au plus chaud de la bataille, au cœur des combats. En avant! Tiens, Malvina, monte sur ce cheval. Ah, tu étais magnifique, Fifi. Oui, je crois que je n'étais pas trop mal. Tu les as galvanisés. Quel dommage que je n'ai pas apporté mon appareil photo de Paris. Oh, mais qu'il est nerveux, ce cheval, qui va me ficher par terre. Mais non. Et écoute, Malvina, tu vas prendre ce chemin qui conduit au vaisseau. Ah, non. Et tu m'attendras là-bas. Ah, non, il n'en est pas question, je reste avec toi. Mais laisse-moi tranquille, bon sang, ta place n'est pas ici. S'il t'arrivait quelque chose, j'aurais l'air fin toute seule parmi ces Grecs. Tout le monde m'oublierait et je serais perdu pour toujours dans la guerre de Troie. Mais non, si tu avais lu l'Iliade au lieu d'aller prendre le thé au bois de Boulogne. Ah oui, voilà autre chose. Parce qu'une seule fois, une petite fois, je suis sorti avec la femme du médecin. Tu vas pas en faire un fromage ici quand même, non? 3000 ans plus tôt. Si tu avais relu l'Iliade, tu saurais que cette défaite des Grecs n'est que passagère, on ne risque rien. Je reste avec toi. Bon, alors viens. Tiens, bois quelque chose avant de partir à la guerre. Bois, mon amour. Donne. Mais qu'est-ce que ça signifie? Je deviens fou, quoi. Mais qu'as-tu, Fifi? Tu es tout pâle, soudain. Écoute, Malvina, écoute. J'entends des voix. Je vous dis que ça n'est pas possible, mes enfants. Oh! Le professeur Hardy Petit. Christ, au professeur, il l'a entendu, comme moi. Mon Dieu, Asti. J'ai très nettement entendu la voix de Monsieur Furax, professeur, si vous voulez me permettre cette précision auditive. Et Philodendron. Professeur, ce qui m'intéresse, moi, c'est si on peut parler avec Monsieur Furax et Madame Malvina. C'est scientifiquement exclu. Même si ça se faisait, je dirais que c'est impossible. Pourtant, professeur, on les a bien entendus. Taisez-vous, Monsard, ça n'est pas une preuve. Alors, je n'y comprends plus rien. Évidemment, personne n'y comprend rien, ni moi non plus. Et pourtant, le biglotron, c'est moi qui l'ai inventé. C'est là tout son secret. Le biglotron peut tout, même l'impossible. Christ, si peut tout, qui nous appelle Monsieur Furax. Pour ça, il faudrait que le biglotron entre en résonance avec une cavité ronde d'une contenance de 25 cm3. La chance pour qu'une telle chose se réalise est aisément calculable. Voyons. Fifi. 427 trillions de milliards au carré. Fifi. Professeur, vous n'avez rien entendu? Christ, je deviens fou. Ça fait une chance sur 182 323 trillions de milliards. Autant dire zéro. Fifi, nous ne rêvons pas, n'est-ce pas? Non, Malvina. On risque de paraître ridicule aux yeux de tous les Grecs. Parle. Oui. Mais parle, dis quelque chose, appelle. Oui, tu as raison, oui. Asti sfumante. Vous m'entendez, Asti, professeur Hardy Petit, Philo. Oh, l'affreux spectacle! L'abominable boucherie! Dans la plaine du Xanthe, les hommes s'entretuent, s'égorgent. Si vous pouviez voir ce qui se passe, comme moi je le vois, vous ne donneriez pas cher de la peau des Grecs. Lentement mais sûrement, les Troyens les repoussent vers les vaisseaux. Écoutez le grand Hector, le guerrier le plus valeureux de tous les temps, la gloire de Troie. Soldats! Silence! Soldats, la minute est enfin arrivée. Vous allez recevoir la récompense de vos efforts insensés. Aujourd'hui, les dieux ont parlé. Laissez-le parler. Leur volonté est claire. Zeus nous promet la victoire. Quant à nos ennemis, il leur apporte la ruine. Regardez là-bas, ces Grecs de malheur. Ils sont en train de construire des murailles devant leurs vaisseaux. Ces barricades misérables ne leur serviront de rien. Quant aux fossés qu'ils ont creusés, de la roupie de Sansonnet, nos chevaux les franchiront d'un bond. Allez, mes gaillards, haut les cœurs!
Allons au vaisseau, incendions-les et massacrons auprès de leurs navires ces maudits Grecs, suffoqués par la fumée. À mort! En avant! Chez les Grecs, le grand Furax a été digne de sa réputation. Ce meneur d'hommes a su galvaniser la résistance défaillante. Mais avant de se lancer dans le combat à corps perdu, Malvina la fidèle lui a offert une conque trouvée sur le champ de bataille. Et le miracle s'est produit. La conque est entrée en résonance avec le biglotron du professeur Hardy Petit. Et, merveille de la science, par-delà les continents et les mers, bravant le temps et l'espace, les paroles d'Asti Spumante ont été perçues par les oreilles de Furax, et les paroles de Furax ont été perçues par les oreilles d'Asti. Science impitoyable, où t'arrêteras-tu? Asti, mon Dieu, est-ce possible? Christo, monsieur Furax. Oh, je n'ose y croire. Asti! Et madame Malvina? Oh, attention, Edmond! Attention, cette flèche! Attention! Ah! Elle a touché la conque! Asti! Plus rien. Ça y est, on est coupé. Oh, c'est fou ce que ça marche mal en ce moment, le téléphone. Mais c'est pas le téléphone, ne dis donc pas de bêtises, Malvina. C'est cette sacrée conque. Comment est-ce que je la tenais encore tout à l'heure? Attends, oui, comme ça. Non, un peu plus à droite. Oui, bon sang, j'entends plus rien. Mon Dieu, Edmond! Les Troyens sont déjà tout près de nous! Nous nous sommes laissés couper des Grecs! Oh, vite, il faut retourner, fuir! Fuir, jamais! Là, sur ta droite, le beau cavalier, le jeune Paris, celui qui ressemble à Alexis, il fonce vers nous. Ah, mais justement, je vais en avoir le cœur net. Va falloir qu'il combatte, le gaillard. Oh, je t'en supplie, Fufu, ne présume pas trop de tes forces. Tu n'as plus 18 ans. Quoi? Que dis-tu, femme? Voudrais-tu qu'un gamin me fasse la loi? Mais il est armé, il porte une de ces affreuses piques. J'en ai rien à faire, qu'il vienne un peu. Je le déculotterai et je lui donnerai une fessée devant ses petits camarades. Non, mais sans blague. Attention, Fufu, il vient de lever sa pique. Grand bien lui fasse. Mais Fufu, il te vise. Fufu, Edmond, mon Dieu, il est touché. Il est tombé du cheval. Oh, et l'autre qui arrive à bride abattu. Fufu. Aïe! Non, Seigneur! Aïe! Seigneur de grâce, laissez-le vivre! Tu vas mourir, Grec! Dis ta dernière prière! Mais oui, mais c'est bien lui! Alexis! Alexis! Alexis, vas-tu tuer ton père? Christo! Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'entendais comme s'il était dans la pièce et La puis... communication a été coupée. Conclusion logique, quoique banale. Et puisque je vous ai dit que la liaison était impossible, Asti. Mais vous l'avez entendu comme moi, professeur. Oh, hasard qui ne se répétera peut-être plus avant 10 000 ans. Ah, nous serons tous morts. C'est une supposition éminemment vraisemblable, monsieur. Et alors, à quoi il sert votre appareil, votre biglotron de malheur? À quoi il sert? Asti, vous blasphémez. C'est vrai, quoi. Tout allait bien. On était tous prêts de savoir où il s'est trouvé Monsieur Furax. Et crac, plus rien. Et maintenant, on me dit qu'il faut attendre 10 000 ans. Alors, non, quoi. Il y a peut-être une autre possibilité. Il faut que le cerveau électronique de mon biglotron puisse se souvenir des circonstances qui ont permis tout à l'heure la liaison avec Monsieur Furax. Mais j'aimerais bien lui rafraîchir la mémoire, moi, à votre biglotron. Quelque part, il doit y avoir un mauvais contact. Un fil que nous aurons oublié de brancher. Il suffit de le trouver. Mais pour ça, il faut que je le démonte. Quoi? Ah non, pour que cet appareil de malheur, il commence de nouveau ses caprices, pour qu'il me lave les pieds, batte les yeux en neige au lieu de me faire entendre la voix de Monsieur Furax. Rien à faire. Non. On n'y touche plus. On le laisse comme il est, en état de marche, et je resterai à côté de lui, jour et nuit, jusqu'à ce que j'entende à nouveau la voix de Monsieur Furax, Christo. Une scène dramatique s'est déroulée sur le champ de bataille. Au moment où Alexis levait déjà son arme pour achever Furax, la voix de Malvina retentit. « Alexis, vas-tu tuer ton père ?» Et tel le bras d'Abraham, celui d'Alexis est resté suspendu. Maintenant, le jeune cavalier, celui que tout le monde prend pour Paris, a tourné bride et regagne Troie dans un galop effréné. Il laisse derrière lui les clameurs de la bataille. Il fuit le combat comme s'il avait mis le diable à ses trousses. Et son tourment est extrême. Mettez-vous à sa place, auditeurs qui êtes assis tranquillement devant votre poste. Voilà un garçon qui revient 3000 ans en arrière pour refaire la guerre de Troie et qui en retrouve celui dont les uns prétendent qu'il est son père et les autres qu'il est son pire ennemi.
Alexis! Monsieur! Comment, monsieur? Papa! Ah, je ne sais plus. Oh, mais Alexis, mais que se passe-t-il? Oh, Dieu soit loué. Tu es sain et sauf. Monsieur, l'heure est venue de me dire la vérité. Qui est mon père? Mais cette question, mais moi, bien sûr, tu es le fils de Léon Claquemuf. Je ne suis donc pas le fils de Furax. Tu es fou. Furax est ton pire ennemi, le mien, le nôtre. Ciel! Alors j'ai été incompréhensiblement dupé. Je l'avais là, à ma merci. Mais que dis-tu? Tu divagues? Un geste et il était mort. Et ce geste, je ne l'ai pas fait. Une force invisible a arrêté mon bras. Mais si Furax n'est pas mon père, pourquoi ne l'ai-je pas achevé? Furax serait-il protégé des dieux? Fifi, tu blessé? Quoi, qui? Moi? Rien du tout. Ce galopin m'a eu par surprise. Sa pique m'a touché à l'épaule. Mais c'est ça qui m'a désarçonné, mais c'est rien. Où est-il? Que je lui montre un peu de quel bois je me chauffe. Il est parti, Fifi. Il s'est enfui. Oh, je ne sais pas, Edmond, je ne sais pas. Oui. Pendant que tu étais là, par terre, inconscient, pendant quelques secondes. Oh, il aurait pu te tuer. Oh, si, je te le jure. Et puis j'ai crié, Alexis, vas-tu tuer ton père? Son père? Mais qu'est-ce que tu racontes, Malvina? Son bras est resté dans l'air. Pendant une fraction de seconde, nous nous sommes regardés les yeux dans les yeux. Oui. Oh, Edmond, c'est bien lui, c'est bien Alexis. Bien sûr, ça j'en suis sûr. Et vois-tu, à cet instant même, j'ai compris qu'Alexis est bien notre fils. Sans renaître. Oh, une mère sans ces choses-là. Tu radotes, s'il y avait des canons, j'aurais dit que l'odeur de la poudre t'est montée à la tête. Non, Edmond, non, je te le jure. Alexis est notre fils. Oh, le beau petit. Ah, parlons-en de ce beau petit. Un vaurien qui a usurpé la place de Paris chez les Troyens, un jeune gangster qui essaye probablement de changer le cours de l'histoire pour satisfaire je ne sais quel sombre dessein de son sinistre père. Fifi! Je parle de son vrai père, de l'ignoble Claquemuf. Mais je te jure que tu te trompes. Assez! Ce n'est ni le lieu ni l'heure de parler de ces choses-là. Il faut penser à notre sécurité. Regarde, le soir tombe, les Grecs se sont retirés près de leur vaisseau. Allons les rejoindre. Veux-tu que je t'aide à monter à cheval? M'aider? Mais pour qui me prends-tu? Pour un son et lumière? Là! Et en avant! Eh oui! Les Grecs se sont maintenant retirés près de leur vaisseau. Toute la journée, les troupes troyennes, conduites par Hector avec une incroyable ardeur, les ont repoussés. Les Grecs ont dû enjamber leurs propres palissades, franchir les fossés, laissant des monceaux de cadavres sur le terrain. Et maintenant, ils sont là, décimés, désespérés, et ils lèvent les bras vers le ciel et implorent les dieux. Mais le malheur des uns fait le bonheur des autres, aujourd'hui comme il y a 3000 ans. Et chez les Troyens en liesse, la joie règne. Écoutons Hector. Soldats, aujourd'hui Zeus a été avec nous. Troyens et alliés, je croyais tout à l'heure qu'aujourd'hui même, nous anéantirions les Grecs et leurs vaisseaux. Mais le soleil vient de tomber dans la mer, et la nuit est là avec son voile de noirceur. Quant aux Grecs, demain soir, il n'y en aura plus un seul de vivant. Mais non, Alexis, non, ne va pas te mettre martel en tête, je t'ai dit que Furax n'est pas ton père. Ah, pourtant, dans son regard à elle, il y avait quelque chose d'étrange qui m'a touché au plus profond de mon âme. Elle? Et qui, elle? Mais Malvina, voyons. Elle est là aussi. Mais oui! Ah, vois-tu, voilà une chose beaucoup plus grave. Voilà de bonnes raisons, de vraies raisons de te tourmenter. Mais que font-ils dans la guerre de Troie, Furax et Malvina? Il est impossible qu'ils connaissent notre plan. Je le rencontrerai donc partout et toujours, ce maudit aventurier. C'est bizarre. Bizarre, ce n'est rien. C'est surtout inquiétant. Car Furax est dans le camp des Grecs. Et du côté des vainqueurs. Et justement, nous sommes là pour changer le cours de l'histoire sur l'ordre du grand Babu. Et la présence de Furax ne me dit rien qui vaille. Ce n'était pas prévu dans l'Iliade. Mais je le sais fichtrement bien. Voilà une difficulté imprévue. Je me demande si Furax connaît l'Iliade aussi bien que toi. Du temps où il était encore mon père... Ne parlons plus de tout cela. Il me faisait parfois réciter mes leçons, il s'en souvient certainement. Pas aussi bien que moi, oui, mais... Mais suffisamment pour nous mettre des bâtons dans les roues. Il va falloir jouer très serré. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que Maclouf ne nous ait pas fait revenir à Paris pour un conseil de guerre. En tout cas, à partir d'aujourd'hui, il s'agit d'ouvrir l'œil, car Furax va certainement inventer quelque chose pour contrecarrer nos plans. Malédiction, je suis payé pour le savoir. Sur l'Olympe, tout en haut,
sur le sommet qui baigne dans les nuages éternels, Zeus vient de terminer son dîner. Lentement, il sirote une espèce de nectar marron qui l'empêche de dormir. Héra, son épouse, et Athéna la rusée respectent son silence. Ah! Je voudrais te poser une question, Zeus. Oh, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Tu n'as pas été gentil pour Athéna et moi aujourd'hui. Oh non, pas gentil. Je viens d'avoir les derniers résultats. Les Grecs ont eu 7325 tués. Et ce n'est pas gentil du tout. Bon, ça va. Bon. Oh, bon, et alors, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Pourquoi n'as-tu pas permis aux Grecs qu'ils en finissent une fois pour toutes avec les Troyens? Mais parce qu'il était trop tard, il fallait bien que j'envoie la nuit. Écoute, pour une fois, tu aurais bien pu la retarder un peu. Ah non, mon petit, non, j'ai consulté mon agenda, n'est-ce pas? Aujourd'hui, le soleil doit disparaître à 19h23. Alors j'ai respecté l'heure et un point, c'est tout. Mais pour une fois. Et pourquoi l'aurais-je fait, hein? Pour créer un précédent? Pour que toute la journée j'entende des prières d'amoureux qui voudraient qu'il fasse aujourd'hui, et des incantations d'usuriers qui aimeraient qu'il fasse toujours jour? Mais alors là, on n'en finirait plus. Non, crois-moi, la nuit est une bonne chose. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est elle qui les a sauvés, tes Grecs. Mais pour demain, tu me promets que... Je ne promets rien du tout. Rien. Je n'ai de promesses à faire à personne. Je suis Zeus, le dieu des dieux. Et je fais ce qu'il me plaît. Écoute, là. tu es dur. Et c'est pour ça que tu m'aimes, Héra. Et maintenant, allons nous coucher parce qu'il est tard. Oh, écoute, je t'en supplie, demain, donne la victoire aux Grecs, hein, qu'ils puissent repousser les Troyens dans leur ville pourrie et qu'ils les exterminent. Demain? Eh bien, demain? Oui, Zeus. Demain, il fera jour. Eh bien... Au moment où nous quittions le grand Furax, samedi 5 mars il y a 3000 ans, l'aventurier magnifique venait d'être désarçonné par son propre fils qui lui était apparu sous les traits de Paris, le ravisseur de la belle Hélène. Impénétrable voie du destin, étrange lien du sang. Il aura fallu que Furax se fasse extrapoler dans l'Antiquité, et il aura fallu qu'il rencontre son fils là dans la plaine du Xanthe, au pied de Troie l'orgueilleuse, sur un âpre et barbare champ de bataille. Et maintenant, Furax et Malvina chevauchent côte à côte. Où vont-ils donc au galop? Rejoindre les Grecs en débandade qui se sont enfuis vers leur vaisseau et que la tombée de la nuit a sauvé d'un massacre général. Décidément, je n'ai pas eu de chance aujourd'hui. Et pourtant, ça avait bien commencé. Ah, si on avait pu retrouver cette sacrée conque. Arrêtons une seconde, Edmond. J'ai peut-être une idée. Oh, j'espère qu'elle est bonne. Nous en avons bougrement besoin. Descendons et essayons de trouver une autre conque à peu près de la même dimension. Tiens, et c'est celle-là. Ah, celle-ci fera peut-être l'affaire. Oh. J'ai l'impression qu'elle a exactement les mêmes dimensions que l'autre. Tu crois? Je t'en prie, c'est... Oui, bon. Mais oui. J'entends à nouveau ce bruit curieux, comme quand on entend la mer dans un coquillage, mais beaucoup plus ample, plus fort. Mais à peine! Asti! Philodendron! Hardi petit! Christ, monsieur Furax, je vous entends. Oh, ça marche, Edmond, ça marche! Bonsoir, madame Malvina. Oh, bonsoir, Asti. Attendez, le Philodendron, il va vous dire bonsoir aussi. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Philodendron. Bonsoir, Philodendron. Je suis heureux d'entendre votre voix, si vous me permettez cette remarque d'une écœurante banalité. Nous aussi, Philodendron, nous aussi. Et le professeur Hardi Petit, n'est-il pas avec vous? Mais si, mon cher Furax, mais si. Dites-moi vite une chose. Quel est votre récepteur de résonance? Hein? Que voulez-vous dire? Quel est l'appareil qui vous a permis de capter les ondes de mon biglotron? Ah, une conque, professeur, une conque marine. Oh, bien sûr, une conque d'une capacité de 15 cm3, n'est-ce pas? Oh, j'aurais dû y penser. Ça ne pouvait pas être autre chose qu'une conque. Oh, je suis impardonnable. Mais qu'est-ce que c'est, votre biglotron? Un nouvel appareil que j'ai inventé, une merveille. Sa caractéristique principale est de réaliser des prouesses scientifiquement impossibles.
Bizarre, n'est-ce pas? Très bizarre. Oui, mais très utile. Vous ne pouvez pas savoir combien je suis heureuse de pouvoir vous parler. Oh, c'est une bouffée d'air du pays. Bah, dites-moi, monsieur Frax, où c'est que vous êtes? Mais où êtes-vous? Mais nous sommes à Troyes. Mais qu'est-ce que vous fichez à Troyes? Il y a de la bonne charcuterie, si je me souviens bien, mais quand même, hein. Vous vous êtes pas fait extrapoler pour un père d'andouillette, monsieur Frax? Non, Asti, non. C'est pas de Troyes dans le département de l'Aube que je vous parle, mais de Troyes à l'Antique. Ilion? Tout juste, professeur, Ilion, la ville de l'Iliade. Et nous sommes même en pleine guerre. Et quelle année exactement? Nous sommes dans la 9e année. Alors, mon cher Furax, vous avez encore une année à tirer? Mais dites-moi, monsieur Furax, vous allez revenir? On va vous intrapoler. Christ, on va pas vous laisser moisir chez les Grecs, vous vous rendez compte? Ici, depuis que vous êtes parti, c'est toujours la paix. Oh, il y a bien eu quelques petites cissanies. Enfin, vous verrez, on a même fait éclater une bombe. On vous racontera ça. Mais quand même, c'est la bonne vie. Hein. Allez, monsieur Frax, dites-nous de vous faire revenir. Je vous préparerai, moi, des spaghettis à la bolognaise. Le temps du voyage, ils seront cuits. Je joins ma prière à celle de monsieur Spumante. Eh non, mes chers vieux amis. Je suis très touché, croyez-le bien. Mais les temps ne sont pas encore venus. J'ai une grande œuvre à accomplir, une mission. Je veux revivre l'Iliade afin de pouvoir la réécrire. Oh, c'est une belle entreprise. Eh, dites, ça fait au moins 1 millier de pages finement imprimées, Christo. Mais dites-moi, Furax, de quel côté êtes-vous? Nous sommes dans le camp des Grecs. Ah, le côté des vainqueurs. En principe, oui, mais je viens de faire une rencontre surprenante qui m'inquiète beaucoup. Alexis est ici. Eh oui, nous le savions. Eh, c'est bien pire, monsieur Frax. L'ignoble Claquemuf, lui aussi, il est là-bas. Oh, tu vois, on s'en doutait. Oui, Claquemuf et son fils. Notre fils. Son fils. Sont dans le camp des Troyens. Alors vous comprenez. N'y a-t-il pas à craindre qu'ils essaient de changer le cours de l'histoire, si vous me permettez cette suggestion historiquement saugrenue? Pas si saugrenu que ça, Philodendron. Merci, monsieur. Mais au fait, où est l'extrapolateur? Toujours au même endroit, dans la cave de Claquemuf. Il faut le ramener chez vous, professeur. À l'Institut d'électronique. Vous comprenez pourquoi, n'est-ce pas? De cette façon, c'est vous, mes amis, qui pourrez, le moment venu, et si je le juge utile, faire revenir Claquemuf et Alexis, ou les laisser périr dans Troyes en flammes. Ton fils? Son fils! Oui, je comprends bien, mais... C'est que, monsieur Frax, l'extrapolateur, il n'est pas seul. Le vieux Maclouf, il monte la garde à côté. Il a un revolver dans chaque main. C'est qu'il est méchant comme la gale? Vous dites Maclouf? Ah, toute l'histoire devient claire pour moi. Si Maclouf est là, c'est que les babus sont dans le coup. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Maclouf est le principal exécuteur des basses œuvres du grand babu. Ce que vous me dites là est grave, très grave. Et qu'est-ce que nous pouvons faire? Voici mes ordres. Il faut qu'Asti, Philodendron et ceux dont vous pouvez disposer... Il y a Basgonza qui pourra donner un coup de main. Parfait, ils sont dont 3. Alors qu'ils se rendent immédiatement chez Claquemuf. Ils s'emparent de l'extrapolateur et de Maclouf. Rappelez-moi dès que ça sera fait. À présent, il va falloir qu'il abatte ses cartes, monsieur Claquemuf. À suivre! C'était le fils de Furax. Et de qui la maison? Mais Pierre Arnaud de Chassipoulet, voyons. Signé Pierre Dac et Francis Blanche.